Salut tout le monde, bienvenue au QG Podcast. Aujourd'hui, on reçoit un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, Jean-Pierre Dumont. Salut JP, comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi? Ça va super bien. Là, tu es à Nashville, dans le fond, encore, toi. Oui. OK. Puis comment ça se passe, là, la situation comme on la connaît là, à travers le monde, ça va comment à Nashville? Comme partout ailleurs, là, tu sais, c'est compliqué. Il y a du monde qui porte des masques, il y en a qui n'en portent pas. Il y a des choses qui commencent à ouvrir, qui referment. C'est pas mal la même chose partout, là, mais ma famille va bien, tout le monde va bien ici. Fait que, on essaie de se tenir occupé avec les choses qu'on peut faire dans les alentours ici. Mais c'est ça, parce que toi, là, tu es dans le coaching à Nashville, je pense. Tu coaches une équipe. Ouais, je te dirais plus impliqué avec le hockey mineur, puis avec une école de hockey sport-études qu'on a ici. Fait que là, on est pas mal dans le temps de l'entraînement d'été, tout ça. Fait que c'est un peu plus relax, mais on a eu la permission de retourner sur la patinoire présentement avec distance. Alors, au moins, ça me tient un peu plus occupé. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Tu dirais qu'après ta dernière saison que tu t'impliquais dans le hockey mineur ou? Ouais, c'est un peu par hasard. Là, à ma première année, quand je suis revenu ici à Nashville, je connaissais le gars qui s'occupait du hockey mineur, puis il y a un entraîneur qui ne pouvait pas finir la saison. Alors, j'ai fini la saison pour le remplacer, puis je me suis fait un peu sucker in, comme on pourrait dire, avec les parents puis les joueurs m'ont demandé de rester dans l'organisation. Alors, ça, depuis ce temps-là, j'ai beaucoup de plaisir à le faire. Alors, tant que je vais avoir du plaisir, là, je vais continuer à le faire. OK. Est-ce Vas-y, qu'il Jacques. y a, il y a une bonne demande dans le hockey mineur à Nashville? Parce qu'on on le sait, c'est pas nécessairement le plus gros marché du hockey. Fait que de ce côté-là, c'est comment avec les jeunes? Alors, présentement, c'est sûr certain que depuis mon arrivée ici en 2006, là, c'est un gros changement. Le hockey mineur a grandi énormément. Le fait d'avoir été en 2016-17, le fait d'avoir été à la Coupe Stanley, à la finale de la Coupe Stanley, là, ça a grandement aidé la cause pour le hockey mineur. Pour être honnête, le football, c'est encore le sport numéro un pour les jeunes, mais le hockey, là, il prend une très grande place. C'est le Il y a beaucoup plus de jeunes qui jouent au hockey présentement. C'est juste que mettons, pour se qualifier de hockey mineur, là, pour pouvoir dire qu'on est au niveau 3A ou pouvoir se dire qu'on peut travailler, voyager puis jouer contre d'autres équipes, on commence à être très proche d'être là. On a plus de joueurs qui jouent, qui prennent le hockey au sérieux. Au début, ça a été un peu plus difficile. Il y avait beaucoup de joueurs qui voulaient, de jeunes, qui voulaient commencer à jouer au hockey, mais ils commençaient vers 10, 12 ans, 13 ans, commencer. Alors, c'était un peu plus difficile, mais là, on a beaucoup plus de jeunes joueurs qui commencent à jouer. Le hockey mineur va commencer à grandir vraiment beaucoup ici à Nashville. Puis est-ce que toi, est-ce que tu t'occupes de plusieurs groupes d'âge ou À tous les années, ça change un peu pour coacher une équipe. Mais, je suis impliqué, comme je te disais, aussi avec une école sport-études. Alors, je suis la patinoire avec les moins de 18 ans, les moins de 16 ans, moins de 15 ans, puis jusqu'à 7 ans aussi. Alors, je suis impliqué avec pas mal tout le monde sur la patinoire, mais cette année, je vais coacher, si tout va bien, je vais coacher les moins de 15 ans. OK. Fait que c'est quand tu fais beaucoup de groupes, mais c'est quand même concentré plus sur un, là. Ouais, d'habitude, pour quand que mettons, je me mets pour entraîner une équipe, j'essaie de me concentrer juste sur une équipe. Puis le matin, mais je m'occupe pour les jeunes qui sont à notre école sport-études. Puis le soir, pour les fins de semaine, je m'occupe de mon équipe. Puis est-ce que le coaching, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser à un niveau professionnel ou tu es bien dans le hockey mineur puis c'est plus une passion qu'une job? Non, j'adore ça. C'est sûr, certain qu'il y a des hauts et des bas. Quand j'ai pris ma retraite, je voulais passer plus de temps avec ma famille, avec 4 filles. Alors, je voulais passer plus de temps à la maison. Puis, avec le hockey mineur présentement, là, avec c'est sûr, j'ai beaucoup de voyagements la fin de semaine, mais la semaine, je suis à la maison tous les jours de la semaine. Alors, ça me permet de pouvoir passer du temps avec ma famille, aller voir mes enfants, faire leur sport à eux aussi. Puis, c'est sûr, c'est quelque chose qui est toujours en arrière de ma tête, là, que j'y pense, mais j'attends encore un peu pour être sûr que mes enfants soient un peu plus vieux, alors que ça va me donner plus de liberté de voyager. Puis c'est quoi qui t'a fait accrocher à Nashville? Le coup de cœur, il vient de où pour cette ville-là?
Un peu tout. Vraiment bien installé ici. Quand je suis arrivé ici à Nashville, j'arrivais de Buffalo. Alors, Buffalo, c'est une très belle ville de hockey aussi. J'ai adoré mon passage à Buffalo, mais quand je suis arrivé à Nashville, là, ça a été, comme tu disais, le coup de foudre. Moi, ma femme puis mes enfants, là, on est vraiment bien installés. Euh, on aime le style de vie ici. C'est un peu relax. C'était plus une ville, je te dirais, fantôme. Quand je suis arrivé, en disant ça, c'était juste que c'est une ville vraiment magnifique et que du monde vraiment affectueux, puis vraiment du monde qui aime accueillir ici à Nashville, mais c'était pas une ville qui était vraiment connue, tandis que là, alors, c'est vraiment là, le centre-ville, c'est une ville de party. Moi, j'habite en banlieue, alors on est bien installé, mais c'est sûr certain que Nashville grandit énormément aussi. C'est sûr que ça l'aide, comme je te dis, ça l'aide avec le hockey mineur. Beaucoup de monde qui déménage de l'Est, je te dirais, genre, tu sais, Boston, du Michigan, Détroit, tout ça. Alors, ça l'amène un peu plus je te dirais, pas de culture de hockey, mais plus des personnes qui ont grandi avec le hockey. Alors, ça l'aide plus avec le hockey mineur aussi. Est-ce que des fois, tu t'ennuies du Québec? As-tu des fois envie de revenir ou t'es vraiment trop bien à Nashville, fait que tu y penses pas Non, trop? c'est sûr certain que c'est déjà des options que je regardais tout le temps. Avec mes 4 filles, avec l'école, les 4 qui sont nées, 2 à Buffalo, 2 à Nashville. Alors, on est bien installé ici aux États-Unis pour les enfants avec l'école, mais c'est sûr certain qu'on adore retourner au Québec. Mes enfants apprennent le français à l'école. Retourner au Québec, à Montréal, voir mes parents, ma soeur, mes amis, là, c'est tout le temps quelque chose de spécial. OK. Si tu le veux bien, ce qu'on va faire, on va retourner au début de ta carrière à Val-d'Or, jaser de ta carrière junior. Tu as été un choix de deuxième tour en 1994. Tu as eu ta première saison à Val-d'Or, 94-95, 48 matchs, 19 points. Est-ce que tu as encore des beaux souvenirs de ta première saison à Val-d'Or qui était, tu sais, tu es arrivé, tu étais un choix de deuxième tour. À ce moment-là, tu n'étais pas vu comme une grosse vedette comme tu allais éventuellement le devenir. C'est quoi tes souvenirs de ta première saison à Val-d'Or? Ça a été bizarre parce que je venais de. Quand je me suis fait repêcher par les Foreurs, j'étais vraiment content de pouvoir aller jouer. Je connaissais rien à propos de Val d'Or, ça c'est sûr. J'ai grandi à Montréal. J'avais été à Maniwaki un peu. Ma mère avait de la famille à Maniwaki, fait que j'avais déjà été à Maniwaki. C'était plus loin que j'avais été. Alors, c'est sûr certain que ça a comme donné un choc, mais j'étais vraiment content de m'avoir fait repêcher. Mon premier camp d'entraînement, ça a été un peu plus difficile. J'ai pas pu effectuer le début du camp d'entraînement. Je m'avais fait opérer pour l'appendicite pendant OK. le camp d'entraînement d'équipe Québec. Alors, j'étais en retard pour le camp d'entraînement. J'ai pas fait l'équipe au début. Ils m'ont retourné Midget 3 pour quasiment un mois. Puis j'ai joué ma première partie contre les Titans à Laval, puis j'ai scoré mon premier but. Puis après ça, ils m'ont dit que j'allais finir la saison à Val-d'Or. Alors, quand je suis arrivé, ça a été un peu plus difficile parce que, comme je te disais, l'école était déjà commencé. J'ai fini mon secondaire 5 à l'école. Ça va m'en revenir, là. Bon, à Val-d'Or. Le nom ne m'en revient pas, là, mais... C'est en anglais, ça, ou c'est en non, français? non, en français, là, À Polyvalente? la polyvalente, le Carrefour. Ouais, c'est ça, OK, c'est encore ça. Ouais, fait que j'ai fini mon secondaire 5 là, fait que tout allait bien ce côté-là. J'étais vraiment bien encadré. J'avais une bonne famille de pension, un coloc vraiment extraordinaire à l'époque. C'était le capitaine Pascal Chiasson, alors joueur de 20 ans qui m'a aidé vraiment beaucoup là, en tant que joueur de 16 ans dans la Ligue junior majeure du Québec. Mais tomber en amour avec Val-d'Or, ça a été vraiment quelque chose, là, une ville spéciale. Puis je me suis fait des bons amis OK. Puis, au hockey, puis des amis pas de hockey aussi. Alors, ça a été vraiment quelque chose de spécial. comment t'expliques que tu es passé de 19 points à 105 points en l'écart de quelques mois de ta première à deuxième saison avec les Foreurs? Je vais te dire, bien franchement, si ça n'aurait pas été avec les Foreurs de Val-d'Or, je pense pas que j'aurais joué à 16 ans. Physiquement, je pense pas que j'étais pas vraiment là, comme j'étais un jeune joueur qui m'a aidé grandement. Là, ça m'a vraiment aidé de pouvoir jouer à 16 ans, mais je pense pas que j'étais prêt physiquement à jouer une saison complète. Mais les Foreurs, c'était une nouvelle équipe dans la Ligue à l'époque.
il ne faut pas se le cacher, ce n'était pas une équipe qui était vraiment forte cette année-là dans le circuit. Alors, ça m'a donné une chance d'avoir du temps de glace puis pouvoir m'améliorer. Puis voir qu'est-ce que j'avais à faire pour être un meilleur joueur. Puis l'été d'après, mais ça a été vraiment là, une grosse été pour moi. Puis ça a super bien été. Puis quand je suis arrivé à 17 ans, à ma deuxième saison à Val-d'Or, j'étais vraiment prêt à jouer. Je savais à quoi m'attendre. Je savais à quoi m'attendre du junior. Fait que, alors, ça m'a vraiment aidé. Puis j'ai eu la chance de jouer avec des très bons joueurs de hockey aussi à mes 17 ans à Val-d'Or avec Stéphane Leroy comme joueur de centre. Puis j'ai eu François Archambault, puis Hugo Turcotte à l'époque aussi quand on a eu l'échange de rôle. J'ai eu la chance de jouer avec lui. Alors ça m'a vraiment aidé sur ce côté-là. C'est cette année-là que tu t'es fait repêcher aussi dans la Ligue nationale, quand même troisième au total. Là. On s'entend que c'est haut. Est-ce que tu avais été classé haut comme ça toute la saison ou tu montais ou même est-ce que tu t'en attendais de sortir troisième? Non, c'est sûr, certain, comme je te dis, avec avec l'année précédente, l'année de 16 ans, là, je savais qu'il fallait que je connaisse une grosse saison. Ma saison a très bien commencé. Là, dès le début du camp d'entraînement, là, ça a vraiment cliqué, tout allait bien. Euh, tout, tout a vraiment, là, vraiment changé mon style, puis tout ça. C'est un contre un avec Daniel Archambault. Je m'en souviens toujours, la collision qui a vraiment, là, comme je te dis, cliqué pour moi. Là, j'ai fait le coup d'épaule dans le chest quand il est venu me frapper, puis il était vraiment plus fort pour moi que moi à l'époque, puis il avait tombé sur son derrière. Alors, ça m'a vraiment donné une grosse confiance ici dans le camp d'entraînement. Alors, ça a été vraiment une grosse saison pour moi. Je n'étais pas vraiment classé. C'est sûr, certain qu'au début de la saison, avant que la saison commence, je n'étais pas classé en première ronde, loin de là. Mais je pense que, comme je te disais, là, ma saison, j'ai eu la chance d'avoir une saison assez stable. Tu sais, j'ai pas eu des hauts et des bas pendant la saison. Ça a été stable toute la saison. Alors, je pense que ça m'a permis de pouvoir de me classer aussi haut. Tu as eu une autre très bonne saison en 96-97, mais en 97-98, là, vraiment, ça a été exceptionnel ta saison. J'aimerais ça, avant de parler des séries, qu'on parle du championnat mondial junior que tu as joué. Tu as joué 7 matchs, tu as amassé 0 points. Comment tu l'avais vécu, ce tournoi-là? Ouais, c'est sûr, certain, ça a été une déception à temps personnel et pour l'équipe aussi. Là. Ça n'a pas vraiment été un gros tournoi pour l'équipe Canada cette époque-là. Je regarde le passé, c'est sûr, certain que je pense que ça m'a donné un coup de fouette. Arrivé là-bas, je croyais avoir la chance de pouvoir être sur un des premiers trios, puis j'avais été le joueur extra. Présentement, là, c'est différent. Là, pendant les tournois, tu vois que le monde est plus habitué au tournoi. Là. Ils savent que il y a 4 joueurs plus un, il y a 6 défenseurs plus un. À l'époque, j'étais le plus un. Là. C'est sûr, certain que ça n'a pas été. Ça a été une adaptation très difficile pour moi. Je jouais sur le premier trio à Val d'Or, premier power play, je jouais sur le désavantage numérique. J'arrive à 19 ans là aussi, puis comme je te disais, tout n'allait pas vraiment de mon côté. Alors, ça n'a pas vraiment bien été de ce côté-là, mais je me suis servi pour motivation. Puis, ça a bien fonctionné après. Mais c'est sûr, certain que ça a été une déception, là, surtout après 5 médailles d'or de suite pour le Canada. Je pense qu'on avait fini 7e ou 8e cette année-là. Alors, ça n'a pas vraiment été quelque chose de spécial, mais ça a été une expérience là, que j'ai vraiment appréciée. Est-ce que, j'imagine, oui, c'était une adaptation, mais j'imagine, est-ce que c'était vraiment frustrant aussi? Est-ce que tu voyais des gars, ces premiers, deuxième, troisième trio, puis tu te disais, crime, me semble, je pourrais aider plus qu'eux en ce moment? Bon, c'est ça le problème, tu sais, tu regardes tout le temps qu'est-ce que les autres peuvent faire. C'est là que j'ai vraiment, après le tournoi, pendant le tournoi, c'est sûr, certain que ça n'a pas été facile, mais c'est après, là, tu sais, que tu prends du recul, c'est là que tu apprends que tu peux pas contrôler qu'est-ce que les entraîneurs, les autres joueurs ils font. Tu peux juste contrôler ta propre personne. Alors, c'est vraiment là que je pense que j'ai commencé à grandir un peu, comme je te dirais, en tant que joueur puis en tant que personne. Ça a été un échec, ça, c'est sûr et certain, mais je pense que j'ai appris beaucoup de cet échec-là.
Tu dis que tu as appris beaucoup. Je pense que ça a probablement servi en série. Des séries juste, c'est ridicule. Là. 31 buts en 19 matchs, 46 points au bout des séries. Euh, co- Comment t'expliques ce. Tu avais eu une super bonne saison, mais de autant dominer en série, comment, quand tu regardes ça aujourd'hui, comment tu es arrivé à ça? Ah, euh, je sais pas, on va dire bien franchement, tout cliquait vraiment bien, vraiment bien. Chaque joueur dans l'équipe avait un rôle. On avait une bonne équipe qui se tenait beaucoup. Là, si tu regardais sur papier, il n'y a pas beaucoup de monde avant les séries pensait qu'on allait gagner la coupe. Là. C'est sûr certain qu'on a eu des hauts et des bas. On avait quand même 3 joueurs qui étaient partis pour le championnat mondial avec Roberto Luongo et Steve Bégin. Alors, il manquait quand même 3 gros morceaux à l'équipe pendant un bon bout de la saison qu'on a manqué des matchs. Euh, on a fini la saison en force, par contre. Le changement d'entraîneur, ça a donné un coup de fouette aussi à l'équipe. Personnellement, comme je te dis, là, tout fonctionnait bien pour moi. La rondelle, je trouvais le fond du filet, comme je te dirais, assez facilement. Tout allait bien. Peut-être le fait aussi qu'on avait les joueurs de soutien avec Dominique Chiasson de 20 ans, Olivier Morin à l'époque, Steve Bégin, moi, on savait que c'était notre dernière chance à 19 ans. Alors, puis Dominique à 20 ans, c'était notre dernière chance. Alors, je pense que ça nous donnait un peu plus de jus, je te dirais, pour commencer les séries. Mais dès que ça a commencé, là, avec nos 2 défaites à Shawinigan, on a eu un bon meeting. Puis je pense que c'est vraiment là que ça a cliqué, là, que tout le monde a senti que tout allait changer pour nous. Je regarde souvent la vidéo sur YouTube du moment où tu bats le record de Mario Lemieux. Je ne sais pas si ça t'arrive de le regarder des fois aussi. Mais ce qui me marque, c'est le descripteur parle de la fameuse déclaration de Mike Milbury, que ça t'a probablement fouetté. Pour les plus jeunes qui regardent, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là de la fameuse déclaration de Milbury? Bon, je vais te dire bien franchement, là, pour être honnête, ça m'avait vraiment, vraiment pas affecté. Moi, tout ce qui m'avait vraiment affecté, là, c'est que le fait que euh, tout le monde, les journalistes, beaucoup de monde au Québec disait qu'à cause du championnat du monde mondial, ça m'a vraiment fait mal parce que il m'avait dit que j'avais eu 0 point, mais personne n'avait vu que je jouais pas. Le tournoi est en Finlande. J'avais aucun temps de glace. Là. J'étais l'extra joueur, je ne vois pas beaucoup. Alors ça m'avait vraiment fouetté. Qu'est-ce que Mike Milbury avait dit? Je m'en attendais. Je vais dire bien franchement, ça faisait 2 ans que j'étais 2 camps d'entraînement avec lui à New York. Alors, je m'attendais à n'importe quoi de lui. Ça, c'est sûr certain. Mais ses commentaires avaient dit que à l'époque, 57 buts en 55 matchs, que c'était rien parce que la Ligue du Québec, c'était pas une bonne ligue forte. Alors, ces commentaires, je vais dire bien franchement, le monde pensait que c'est ça qui m'avait vraiment fouetté, mais ça m'a pas vraiment aucune. La saison était finie, j'avais fini 57 buts en 55 parties. Là, vraiment, là, c'était vrai plus le fait que montrer à tout le monde que le championnat du monde, ça a été vraiment là, quelque chose là, que je voulais prouver au monde que si j'avais du temps de glace, que je pouvais performer. OK. Fait que dans le fond, on dit que la déclaration de Mike Milbury t'a affecté, mais c'est beaucoup plus le championnat du monde. Ouais. Pas, puisque la déclaration est arrivée en même temps que juste avant que les séries commencent. Et, ça a OK. vraiment été là, quelque chose que le monde, après avoir regardé mes stats, puis regardé, parce que tout de suite après les séries éliminatoires, j'avais pas de contrat encore dans la Ligue nationale. J'avais pas signé mon contrat encore. Alors là, c'est là vraiment que tout a commencé, pas avec des rumeurs, mais avec le monde, qu'est-ce qu'il disait, puis là, la déclaration de Mike Milbury, quand je suis revenu, avec si tu regardes les statistiques de la saison avec je pense que c'était 94 buts, j'avais scoré avec les séries éliminatoires, puis la Coupe de Montréal, 94 buts, puis il disait encore que c'était pas assez. Alors, c'était c'est à ce point-là, quand c'est rendu à ce point-là, c'est comme je t'ai dit, ces déclarations-là ne me faisaient pas grand-chose. Surtout que peut-être si j'avais eu un contrat déjà signé, puis il aurait fait ces déclarations-là, ça aurait peut-être été quelque chose de plus personnel, ça aurait peut-être plus affecté, mais j'avais pas de contrat encore à l'époque, alors je savais que c'était aussi une négociation, puis je m'y faisais pas trop. Le tournoi de la Coupe Memorial pour les Foreurs cette année-là, ça a pas été fameux. Non. J'imagine pour toi, ça a été très décevant parce que c'est comme ça que tu as fini ta carrière junior, dans le fond. Là.
quel souvenir tu gardes de ce tournoi de ce vent-là? C'est sûr, certain que tu regardes un événement comme celle-là, la Coupe Memorial, c'est vraiment quelque chose de spécial. Je me dis encore être très chanceux de pouvoir avoir eu la chance d'y aller. Qu'est-ce qui ne nous a pas aidé? C'est sûr, certain que tu veux pas revenir en arrière puis trouver des excuses, mais tout avait mal commencé pour nous. Tout après avoir gagné, on arrive à l'aéroport de Montréal pour prendre l'avion. Tous les avions sont cancellés pour notre première partie. Alors, tout le monde a été obligé d'être séparé pour prendre l'avion. Je me souviens, moi, Steve Bégin, je pense que c'était Christian Daigle, Roberto Luongo. On était partis 5 ensemble. Notre avion, on était supposé d'arriver à Spokane, je pense, le jeudi soir pour la cérémonie d'ouverture. Il fallait avoir des joueurs là. Fait qu'ils nous ont envoyé les 5 pour être arrivés à temps à l'heure. Mais notre vol de Montréal à Chicago était à l'heure, mais à Chicago, on a resté pogné là, je pense, 10 heures à Chicago. Alors, on est arrivé à Spokane à genre 3 heures du matin, puis on jouait le lendemain. Pas d'excuses, comme je t'ai dit, ça faisait partie, mais tout avait mal fonctionné. Des blessures à des joueurs de l'équipe, même pas sur la patinoire. Comme je te dis, là, c'était pas vraiment là, pas d'excuses parce que ça arrive à tout le monde, ça fait partie de la game, comme on dit, mais faut que tu apprennes ces choses-là. Mais quand tu as 19 ans, c'est ta première Coupe Memorial, là, on dirait que tout est arrivé en même temps. Là, on n'était pas arrivé à temps. Ça n'a pas été vraiment là. Les règlements, on va dire, mais franchement, là, nous autres, on était habitués. S'il y avait un dégagement refusé, la rondelle, les arbitres sifflaient automatiquement. Mais on jouait avec les règlements de l'Ouest, alors les défenseurs, il fallait qu'ils patinent pour toucher à la rondelle. C'était plus des petits détails comme ça qui nous a plus, je te dirais, plus affectés, mais je ne regrette rien. Là, ça a été vraiment une expérience extraordinaire. Pour conclure sur ta carrière junior, avant de passer à ta première transaction, dans le fond, qui t'a fait passer aux Hawks de Chicago, si tu avais vraiment un moment que tu es content d'avoir vécu à Val-d'Or, le moment qui t'a le plus marqué à Val-d'Or, ça serait lequel? Ben, franchement, là, c'est sûr certain d'avoir gagné la Coupe du Président, d'avoir gagné la première Coupe du Président à Val-d'Or. Sur le côté là, comme je te dirais, hockey, équipe, là, c'est vraiment été quelque chose de spécial. On avait vraiment là, ça a été fondé, je te dirais, de ma première année à notre dernière année là, les étapes, les échanges. C'est sûr certain que il y a des échanges qui ont été un peu plus durs pour moi à accepter. J'avais des bons amis qui se sont fait échanger, que je parle encore beaucoup aujourd'hui, mais à la fin de tout, là, ça a été vraiment quelque chose de spécial. Mais si tu regardes côté personnel là, aussi, ça a été après ma carrière junior, mais avoir eu mon chandail retiré, là, c'est vraiment quelque chose de spécial pour moi. C'est vrai, c'était en quelle année ça déjà? Si je me souviens bien, ça a été en 2007, je pense. Okay. Je jouais pour les Prédateurs de Nashville à Moi, l'époque. j'ai un souvenir d'être là. C'est vrai. Ouais. Mais ouais, c'est ça, j'imagine, c'est vrai, c'était un bel honneur. J'avais même pas pensé à ça. Mais puis t'es revenu quand même une couple de fois. Val-d'Or, tu sais, oui, ton retrait de chandail, t'es revenu pour le 25e anniversaire. T'es Oui, revenu. je reviens plus le retrouvail. J'essaie, à chaque fois que j'ai la chance de retourner au Québec, j'essaie d'aller faire mon tour à Val d'Or. C'est vraiment, là, comme je te dis, là, moi, comme je te dis, que les personnes avec qui je me tiens vraiment en contact beaucoup, avec qui j'ai joué à Val d'Or, Daniel Archambault, Steve Bégin, Olivier Morin, Ben Sablon, ça a été vraiment là, quelque chose de spécial. Alors, quand on a la chance de retourner à Val d'Or, on y retourne tout le temps. Bon, on va maintenant passer à ta carrière professionnelle. Puis ça commence avec une transaction. Tu as été échangé aux Hawks. Ça, est-ce que, avec justement la déclaration de Mike Milbury, est-ce que tu t'en attendais? Puis est-ce que tu étais content? Est-ce que tu disais, bon, enfin, je me débarrasse de lui? Ben, très content, oui. Qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais à peu près 3 heures. Il me restait 3 heures avant de signer un contrat, avant de retourner au repêchage. J'étais rendu au point que je ne voulais même pas signer avec les Islanders parce que ça faisait déjà 2 camps d'entraînement que je faisais, que je voyais que rien qui débloquait. Il était tout le temps sur mon dos, tout le temps, tout le temps. Puis, je le prenais personnel. Je pensais que c'est sûr certain que c'est difficile. Tu te fais repêcher par une équipe
à un haut niveau. Et on dirait que rien ne fonctionne, même après avoir connu une saison comme j'avais connu à 19 ans. Alors, ça a été vraiment quelque chose de dur. Je voulais retourner au repêchage. Mon agent m'a dit non, c'est beau, là, il t'offre le contrat. Prends le contrat, comme ça, c'est fait, c'est signé. Fait que j'ai signé mon contrat. Vraiment content ce soir-là. Je pense que c'était un vendredi soir. Vraiment content. Alors, moi et mes amis, je m'en souviens, on est sortis à Montréal pour célébrer quand j'étais à Montréal à l'époque. C'était juste au mois fin juin. Alors, vraiment content. Puis samedi matin, la journée du draft, parce que c'était la journée avant le draft, samedi matin, je pense qu'il était peut-être 8 heures, mon agent m'appelle pour me dire que je venais de me faire échanger. Alors, là, j'ai vraiment été content de cet échange-là. Là. Ça a été vraiment quelque chose de spécial. C'est sûr, certain, au début, je trouvais ça dur de m'avoir fait repêcher si tôt puis de me faire échanger. Mais quand j'ai vu toutes les transactions que Milbury a faites aussi après moi, là, échanger Luongo, Chara, juste pour en nommer une coupe, je me suis senti un peu libéré de ça là, quand j'ai vu que c'était pas juste moi, là, c'était vraiment lui le problème. Ouais, Milbury est assez reconnu, puis pas pour ses bons coups. Ta première saison à Chicago, tu as joué 25 matchs, quand même des bonnes stats. Tu as marqué une coupe de buts, puis tu as été solide Ligue américaine aussi. Ta deuxième saison chez les pros, ça a peut-être été un peu plus dur au niveau des stats dans la LNH. Toi, tu étais habitué, on a parlé du championnat mondial junior où ça avait été dur de ne pas être en mesure d'aider offensivement tant que ça. Puis, est-ce que tu ressentais un petit peu la même chose au niveau de la Ligue nationale où tu disais, je suis encore jeune, puis j'ai encore le temps de me développer, puis c'est normal? Oui, c'est une étape difficile, là, ta deuxième saison nationale. Là, on dirait que tout allait bien. Surtout, là, j'avais fini la saison vraiment bien à Chicago. J'avais gagné la recrue du mois de la Ligue nationale le dernier mois de la saison. Ça a vraiment bien fini. Là, au début, à Chicago, c'est la même chose. Ça n'a pas vraiment cliqué avec moi et l'entraîneur. C'était Dirk Graham à l'époque. Okay. Mes 7 premières parties, comme je te dis, c'est facile de parler présentement. Ce n'est pas des excuses encore comme que je parle, mais à cette heure, les équipes font un très meilleur job quand je te dirais, qui appellent un joueur des ligues mineures. À l'époque, je jouais à Portland en Ligue américaine. Je viens de scorer un tour de chapeau, joueur de la semaine en Ligue américaine. Je me fais caller par les Blackhawks, puis je joue 6 minutes avec Bob Probert puis Mark Jensen, c'est ma ligne. Alors, c'est un peu plus difficile à pouvoir essayer de performer, d'aller laisser scorer des points au début. Quand tu joues 6 minutes par partie, quand j'en jouais quasiment 25 dans la Ligue américaine. Alors, tu sais, c'est pas des excuses, comme je te dis. C'était ça à l'époque. Mais cette première partie, ça a été comme ça. Vraiment, là, n'a pas vraiment bien fonctionné, mais l'entraîneur s'est fait congédier. Le nouvel entraîneur est arrivé. Il m'a appelé. Suite à mon arrivée, j'ai joué sur le deuxième trio avec Éric Dazé puis Joseph Mara à l'époque. Puis à ma première partie avec le nouvel entraîneur, j'ai scoré 2 buts. Puis c'est là que j'ai fait 15 points en 18 parties avec le nouvel entraîneur. Alors, ça a vraiment bien été. Ça a vraiment bien été, bien fini la saison. J'étais vraiment là, comme je te disais, là, je pensais que j'avais ma place. Les Blackhawks m'ont appelé pendant l'été, ils m'ont dit d'aller me trouver une place, une maison pendant l'été. Alors, je pensais que tout était installé. Puis peut-être que, comme je te dis, là, ça a été le fait que j'avais pas la peur, mais comme le regard là, de regarder en arrière que quelqu'un qui allait prendre ma place. Là, je pensais que j'avais ma place. Et, ça n'a pas été le même début de saison que j'avais espéré, ça, c'est sûr, certain. Mais me faire échanger une deuxième fois, ça a été... c'est là que ça a vraiment, là, ça a fait le clic, là. Comme je t'ai dit, là, quand je me suis fait échanger des Blackhawks à Buffalo, c'est sûr, certain que je regarde back, on en regarde en arrière l'échange qu'il m'a envoyé. J'étais le jeune joueur qui arrivait avec Doug Gilmour à Buffalo, mais ça a été vraiment là, une transaction là, qui a changé ma carrière. Zach, vas-y. Est-ce que tu penses qu'ils ont été impatients avec toi, les Blackhawks? Parce que ils t'ont échangé après comme une saison et demie. C'est quoi qui s'est passé? Je pense que oui, du bien franchement, mais comme je te disais, moi, qu'est-ce que je suis arrivé quand je me suis fait échanger, c'était un nouvel entraîneur, nouveau directeur général qui était à Chicago. Ça n'a pas été la même personne qui était venue pour faire l'échange. Alors, ça a été, je dis pas que, des fois, il faut que ça clique. Je dis à beaucoup de monde,
il faut du talent, il faut du travail, puis il faut de la chance. Il faut que tu arrives avec au bon moment, avec la bonne équipe, puis avec un entraîneur puis un directeur général qui t'aime, parce que c'est eux autres qui vont aller à bataille pour toi pour que tu restes avec l'équipe. Alors, tout tombe en ligne, puis ça n'a pas vraiment tombé en ligne avec moi à Chicago ma deuxième saison. Mais quand je me suis fait échanger à Buffalo, à l'époque, le directeur général il était un des recruteurs en chef des Islanders de New York. Alors, c'est pour ça OK. qu'il m'a dit que je faisais partie de l'échange avec Doug Gilmour. Puis, ça fait que là, tu étais content de l'échange, j'imagine, mais est-ce que tu t'en attendais à cause de la saison un peu difficile que tu avais Non, passée? non, non. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là. Je m'attendais plus à avoir peut-être avoir une saison un peu plus difficile. Mais que je leur regagner ma place. Là, je pensais pas me faire changer. J'avais connu quand même, c'était sûr que c'était pas idéal, mais à l'époque, j'avais quand même 10 buts à 40 parties, à 40 culs de partie. Alors, je n'étais pas vraiment aligné pour scorer 20 buts, mais tu sais jamais, là, quand tu es sur une hot streak, là, j'aurais pu peut-être finir la saison avec 20 buts, mais je vais dire bien franchement, c'était une saison avec beaucoup de hauts et des bas, mais beaucoup plus de bas que de hauts. Puis ta première saison à Buffalo, tu as scoré 23 buts, 51 points. C'était qui tes compagnons de trio à ce moment-là? Ma première saison, je me souviens bien, je pense que je jouais avec Curtis Brown, Eric Rasmussen, Stu Barnes. J'ai joué avec pas mal tout le monde. J'avais commencé la saison avec, je me souviens bien, avec Curtis Brown puis Eric Rasmussen, mais j'ai vraiment connu un bon début de saison. Là. Alors, j'ai joué une bonne partie de la saison sur le premier trio avec Stu Barnes puis Miroslav Satan. OK. Puis là, à Buffalo, tu as connu quand même des bonnes saisons. Là. Tu sais, je regarde ça, 51 points, 44, 35, une petite baisse de régime. Mais après ça, tu es revenu avec 53. Puis ça, c'est avant le lockout. Puis là, au Ouais. lockout, tu es allé jouer en Suisse. Ça, c'était comment? Tu le faisais-tu surtout pour te garder en forme, comme plusieurs joueurs ont fait? Non, on va dire, ben, franchement, qu'est-ce qui est arrivé ma première saison? C'était dans ce premier lockout que je faisais partie. On venait juste d'avoir notre première fille le 17 septembre qui était née. Alors, j'avais pas vraiment l'intention d'aller jouer en Europe et de laisser OK. ma femme puis ma fille à Buffalo. Alors, j'avais commencé, je ne sais pas si tu te souviens de ça à l'époque, mais la caravane avec Joël Bouchard. Ouais, ça me dit de Il quoi? avait créé la caravane. C'était vraiment là, tous les joueurs québécois, puis les joueurs américains aussi, mais on jouait du 4 contre 4 dans toutes les villes junior majeures du Québec. Fait que OK. j'avais retourné à Val-d'Or jouer une game aussi avec. Ah. Fait que ça avait été. J'essaie de me tenir en forme avec ça. Puis après que la saison soit cancellée, après Noël, j'ai reçu un appel de Daniel Brière en Suisse qui me disait que Danny Hitley, là, il allait finir la saison en Russie. Alors, il fallait un joueur pour finir la saison. Il restait 3 parties. Il fallait qu'il gagne les 3 parties pour faire les séries. Alors, il me disait que les chances étaient vraiment petites. Alors, d'aller jouer avec lui pendant 2 semaines. Fait que je suis parti. Puis finalement, j'étais parti quasiment 3 mois. On a gagné nos 3 parties, puis on a perdu en demi-finale. Alors, ça a été quelque chose de spécial. Ça a été vraiment difficile sur le côté d'avoir laissé ma femme puis ma petite. À l'époque, elle avait 3 mois, mais je me suis dit que ça a été vraiment un bon move là, pour moi là, de pouvoir jouer du hockey de haut calibre pendant le lockout. Mais c'est ça, justement, ça ressemble à quoi le calibre là-bas? Tu sais, on sait comme pas. Tu sais, de plus en plus, on connaît le calibre, mettons, de la SHL en Suède, la KHL, on connaît le calibre. Mais cette ligue-là, ça ressemblerait à quoi? Plus comme la Suède, comme je te dirais. Là, c'est une large patinoire. Le hockey, les joueurs aiment aller là-bas aussi parce que le hockey, c'est vraiment du bon hockey, mais c'est un style de vie aussi. Là, tu Ouais. es à la maison tous les soirs. Là, les villes, la Suisse, c'est pas assez gros. Fait que quand tu voyages, tu reviens à la maison tous les soirs. Alors, c'est vraiment quelque chose que des joueurs apprécient avec leur famille. C'est du très bon hockey. Si tu regardes à cette heure, surtout les joueurs suisses qui arrivent dans la Ligue nationale avec Roman Yossi, Fiala à Minnesota, il y en a beaucoup d'autres, Niedermayer, là, il y a beaucoup de joueurs suisses là, qui vont arriver dans la Ligue nationale. Là, c'est du très bon hockey. La saison d'après, retour à Buffalo, ta dernière saison à Buffalo, dans le fond, tu as connu une bonne saison, 40 points en 54 matchs. Tu avais été blessé, j'imagine? J'ai eu
un sports hernia, OK, une hernie sportive. OK. OK, fait que ça t'a tenu, c'est ça qui t'a tenu à l'écart du jeu pendant à peu Ouais, près. quand je me suis fait opérer en plein milieu de saison, là, j'avais OK. connu un très bon début de saison, ça allait super bien. Puis ça a bien fini aussi, là. C'est Ouais, ben juste c'est que, ça. ouais, j'ai eu une hernie sportive, alors je me suis fait opérer. Mais c'est surtout en série là, que ça s'est bien passé avec. En fait, c'est ta plus longue run de série que tu as fait dans ta carrière dans LNH. Ouais, 8 matchs, 14 points. Comment tu as vécu ça, ces séries-là? J'imagine que vous y croyez. ouais, ben c'est ça. Ça a été vraiment là, quelque chose d'extraordinaire. La run qu'on a eue là, en 2006, ça a été encore ça, tu sais, c'est si, mais je te dirais vraiment, vraiment là, ça a été la meilleure chance qu'on a eue de gagner la Coupe cette année. Là. On a perdu la game 7 contre la Caroline, mais on a perdu nos 4 premiers défenseurs chaque partie. Des séries contre la Caroline. Si on aurait eu nos défenseurs, je te dirais qu'on aurait eu une chance de battre la Caroline. Puis on avait connu beaucoup de succès pendant la saison contre Edmonton. Alors je croyais vraiment là, que c'était la chance proche que j'ai eue de gagner la Coupe cette année. Là, ça a été vraiment une déception. Mais les blessures nous ont vraiment fait mal cette année-là. OK. Le noyau de votre équipe à ce moment-là, c'était quoi les noms? Il y avait Ryan Miller qui jouait du très bon hockey dans les filets, qui venait de commencer. Il y avait Brian Campbell à la défense, Jay McKee, Daniel Brière, Chris Drury, Jason Pominville jouait sur le quatrième trio à l'époque. Juste pour te dire, notre quatrième trio, des fois, était composé de Pominville, Vanek. Ils étaient tous des jeunes joueurs, mais on avait vraiment une équipe OK. extraordinaire. Là. Nos défenseurs avec Numinen, Talander à l'époque, c'est ça, on a tous perdu ces défenseurs-là avec des blessures. Ça a été vraiment là, quelque chose qui nous a fait mal, mais toutes les équipes passent par là. C'est sûr certain qu'on a des blessures dans les séries, mais tout le monde qui tombait au combat, c'était tous des défenseurs. Alors ça nous a fait vraiment mal. Ouais. On a eu un podcast récemment avec Stéphane Robida qui nous parlait du hockey avant lockout, après lockout. Tu sais, les grosses différences. Toi, ça a l'air à t'avoir servi parce qu'on regarde les saisons après lockout, ben là, on a la saison de 40 points, 54 matchs, mais après ça, 66, 72, 65 à Nashville. Est-ce que toi, tu l'as vraiment senti puis c'est ça qui t'a aidé ou c'est juste un hasard que ça soit arrivé après? Non, c'est sûr certain que ça a changé ma partie. Tout le monde parle de joueurs qu'il faut qu'ils changent leur game pour pouvoir jouer dans l'autre niveau. C'est sûr certain que tu regardes ma carrière junior, c'était plus vraiment le côté offensif plus souvent que je m'occupais, mettons, de jouer physique, tout ça. Mais quand tu commences dans la Ligue nationale avant le pré-lockout, là, aller dans le coin, dans le patinoire, tu ne pouvais pas t'en sortir avec juste une feinte. Tu avais le bâton entre les jambes où tu te faisais accrocher ou cross-checker en arrière des jambes, en arrière de la tête. C'était sûr certain que le hockey était beaucoup différent à l'époque. J'ai eu la chance, la transition avec pre-lockout puis après lockout, j'étais encore dans mon prime, comme on dirait, là, avec l'âge. Alors, ça m'a vraiment permis de pouvoir effectuer ces changements-là. Là. Ça a été... j'aurais aimé pouvoir jouer toute ma carrière avec ces règlements-là. C'est sûr certain que c'est le hockey, c'est mon genre de hockey, créer des choses offensivement. Mais ça m'a permis de pouvoir m'adapter, de faire des transitions avant le lockout quand je suis arrivé du hockey junior à la Ligue nationale, puis après ça, des deux styles de hockey de la Ligue nationale. Ça a été une adaptation que ça n'a pas été... ça a été plus facile à m'adapter après le lockout avec l'équipe que j'avais. J'ai eu la chance, comme je te disais, de jouer avec Daniel Brière ma première saison après le lockout à Buffalo. Alors, après quand je suis parti, mais j'ai joué avec Jason Arnott et Steve Sullivan. C'était mon trio à Nashville. Alors, ça a été vraiment des bons trios que j'ai eu à pouvoir effectuer des bonnes saisons. Puis, je viens de regarder ça. Dans le fond, tu parles de ta saison à Buffalo, que c'est 2006-2007 que vous avez fait les séries. C'est ça? 5-6? Ouais. 5-6? 5-6, 5-6, OK. excuse, ouais. Ben, 6-7, ça a été la saison que j'étais parti. Ouais. 5-6. 6-7, ils se sont rendus en demi-finale aussi.
Puis depuis ce temps-là, après ça, ils ont fait 2 fois les séries, ils se sont fait éliminer en première ronde, Buffalo. Puis depuis ce temps-là, ça ne fait pas les séries. Sais-tu un peu, t'as-tu une petite idée de c'est quoi qui se Bon, passe? c'est sûr certain que ça a été une période difficile pour les Sabres à l'époque. Moi, je suis parti en 2006. Après ces séries-là, de 2006, le propriétaire à l'époque des Sabres ne voulait pas de donner de contrat à long terme à aucun joueur de l'équipe. Alors, je ne me trompe pas, il y avait 4 ou 5 joueurs qu'on avait tout. C'est pas qu'on voulait aller en arbitrage, mais on n'a pas eu le choix parce qu'il ne voulait pas donner de contrat. Alors, il y avait moi, Brière, Adam Mayer, je me souviens, il y avait d'autres joueurs à l'époque aussi là, que le nouveau propriétaire ne voulait pas donner de contrat à long terme. Alors, on était en arbitrage, on a tous gagné nos cas, comme je te dirais, là, à cause de la saison qu'on a connue puis les playoffs. Alors, il ne restait plus de place sur le plafond salarial pour pouvoir signer moi puis Brière. Fait qu'ils ont gardé Brière. C'est là que moi, je suis parti pour Nashville, mais ils ont signé Brière juste pour une saison, puis ils ont fait la même chose après. Ils n'ont pas voulu... ça a été trop long pour eux autres pour signer Brière puis Drury. Fait qu'ils ont perdu tout le monde. Le noyau à l'époque, c'était Brière, Drury, moi, Jay McKee, tout ça. On est tous partis en même temps, là, en une année, je te dirais, là, de saison. On est tous partis de Buffalo. Puis c'est là que ça a commencé vraiment là, pour à mal tourner pour les Sabres. Là. Mais c'est sûr certain que présentement, là, ils ont un très bon joueur avec Eichel. Là, ils continuent à essayer de bâtir alentour de lui. Mais comme je te disais, quand je suis arrivé à Buffalo, là, les jeunes joueurs, tout ça, tout avait bien tombé. Là, le mix était parfait. Il faut que ton gardien de but soit hot. Que ce soit n'importe quelle équipe. Si ton gardien de but n'est pas ton meilleur joueur en série, tu ne gagneras jamais. Je reviens encore, comme je te dirais, à Val d'Or. Quand on a gagné, c'est sûr certain que j'avais gagné le joueur des séries, mais Roberto, il méritait beaucoup d'honneur aussi. Là. Il avait connu, c'est sûr certain que tu regardes à l'époque, tu regardes les parties. Bon, vous avez gagné 7-4, tu sais. Ouais, mais quand c'était 0-0, Roberto a fait 6 arrêts, que ça aurait pu être 6-0 pour commencer la partie. Ouais. Alors, tu sais, c'est du hockey vraiment différent à l'époque. Mais si ton gardien de but ne fait pas la job puis c'est pas ton meilleur joueur, tu ne gagneras pas en série. Puis là, tu es parti à Nashville. Pourquoi Nashville? Bon, à l'époque, ça a été difficile parce que je tombais à Jean Libre. Là, il y avait c'était après la convention collective. Alors là, il y avait un cap salarial. Ouais. Puis je suis tombé à Jean Libre à fin juillet, début août. Okay, alors, tous les joueurs autonomes, eux autres sont tous tombés autonomes le 1er juillet. Moi, je suis tombé à fin juillet. Okay. Alors, il y a beaucoup d'équipes qui me disaient si tu veux attendre jusqu'à les camps d'entraînement pour qu'on puisse faire un échange ou échanger. Ouais. Fait que là, je me souciais un peu. J'avais des doutes, mais j'avais connu quand même là, 2 bonnes saisons ensuite. Alors, je savais que ça allait débloquer à quelque part. Puis, Nashville m'ont appelé. Je suis venu faire une visite avec ma femme, puis on a vraiment, là, ça a bien cliqué avec l'entourage ici, puis tout. Puis, j'ai signé. Puis, tout à ma première année, là, on a vraiment aimé Nashville. Là. Ça a été vraiment quelque chose de spécial. OK. Puis là, c'est ça, là, à Nashville, comme je disais, c'est là que ça a développé, vraiment débloqué fort, là, avec 3 saisons de suite de plus de 60 points, même plus que 65 points. Avec quel joueur tu as préféré jouer à Nashville? Avec quel joueur ça a le plus cliqué pour te permettre de produire autant offensivement? Je te dirais que c'était plus collectif, tout ça, mais toutes mes saisons avec qui j'ai connu beaucoup de succès, ça a été avec Jason Arnott comme joueur de centre. Okay. C'est un joueur, je savais qu'il se mettait tout le temps en position pour lancer la rondelle. Alors, si je ne pouvais pas lancer, je savais si je le trouvais à quelque part sur le patinoire qui allait scorer. C'était vraiment là avec un tir puissant. Mais à l'époque, on avait Shea Weber, Ryan Suter, Zidlecki. J'avais tout le temps des défenseurs aussi là, pour faire des jeux. On avait vraiment une équipe avec beaucoup de skills offensifs, je te dirais. Là, que ça me permettait de pouvoir jouer une game plus offensive. Tu as parlé de chez Weber. Je pense que Zach voulait en parler de Weber. Oui. Oui, mais je voulais juste savoir, premièrement, son slap shot, est-ce qu'il a fallu parfois que pendant les pratiques, que tu t'en dévies de ses shots pendant les games? OK, je dis bien franchement, là, ça c'est quelque chose là, que je vais dire, c'est la shot avec
n'importe qui d'autre, là, j'ai vraiment pas peur. Là. Comme je te disais, j'ai commencé dans la Ligue nationale. Je voulais que je sois c'était ma job d'être devant le filet sur les power play. Je me suis fait crotch-checker, slasher par des joueurs, Scott Steven à l'époque, Rob Blake, c'est des joueurs avec un gros gabarit. Puis j'y retournais, j'avais aucune peur, j'y retournais, mais quand que Shea Weber prend un one-timer de la ligne bleue, je vais dire, mais franchement, là, je faisais mes prières. Là. J'avais vraiment peur de me faire frapper. Une anecdote qui est vraiment... c'est une histoire vraie. C'est une de mes dernières années à Nashville. Ma job sur le 5 contre 3, sur le power play, c'était tout le temps être sur le bord droite du filet pour pouvoir faire mes jeux, pour pouvoir essayer d'effectuer mes passes. Puis l'organisation, l'entraîneur était venu me voir. Il y avait un jeune joueur à l'époque, Martin Hirat. C'était plus vraiment là, essayer de donner plus de temps de glace aux jeunes joueurs qu'aux vieux joueurs comme moi. Alors, ils m'ont dit, tu veux-tu être en avant du filet sur le 5 contre 3? Puis je leur ai dit, non, non, plus à cette heure, parce que 5 contre 3, les one-timers ne viennent pas de la ligne bleue, ils viennent du top des cercles avec Shea Weber. Alors, je leur ai dit que j'étais correct de retourner sur la deuxième unité parce que je ne voulais pas être devant le filet avec la shot de Shea Weber. Il y a un lancer là, foudroyant. Tu peux voir quand elle part de sa palette, comme on dit, là, le bon hockey québécois, quand elle part de la palette, ta voix, mais après ça, tu perds de vue. Je ne sais pas si tu l'as connu comme capitaine à Nashville, je pense que oui. Oui. Il était comment comme capitaine pour C'est très, très, très bon capitaine. C'est sûr, certain que tu regardes avec au Québec, tu regardes l'échange avec Piquet souvent, c'est sûr certain que tout le monde regarde les hauts et les bas des deux côtés. Moi, je te dirais, j'ai plus jamais joué avec Piquet. Je ne le connais pas comme personne, mais avoir connu Shea, je pense que c'est juste parce que le fait qu'est-ce qu'il apportait dans la chambre, là, je pense que ça a été vraiment une grosse perte pour les Prédateurs à l'époque. Je pense que ça a été un gain pour les Canadiens. Là. C'est vraiment quelque chose, là, c'est pas un comme je te dirais, un capitaine là, qui va être rah, puis tout ça, qui est vraiment là, vocal, mais quand il parle, je vais dire bien franchement, tout le monde écoute. OK. Il y a une présence, c'est pas juste sa shot qui fait peur, là, il y a vraiment une présence. Là, tu peux le voir sur la patinoire là, quand mettons, il est fâché ou il s'enrage. Tassez-vous de là parce que la shot, je dis bien franchement, là, je pense qu'il gagne à chaque année, quasiment à chaque année là, à Game des Étoiles avec son lancer. Mais je vais dire bien franchement, là, ça fait 2-3 games qu'il n'a pas scoré ou bien il vient de se faire déjouer ou quelque chose de même. Là, je pense que sa shot, elle vient à 120 000 à l'heure. Quand il est fâché, là, oh boy, tassez-vous de là. Est-ce que tu serais prêt à dire que c'est le plus grand leader que tu as côtoyé dans ta carrière? Parce que tu en as quand même côtoyé une couple de Non, grands je dis, leaders. franchement, c'est sûr certain que j'ai connu Shea. Il était au début de sa carrière de capitaine, tout un leader. Mais tu sais, j'ai joué avec Chris Chelios, Doug Gilmour, Stu Barnes à Buffalo comme capitaine. J'ai connu Chris Drury puis Daniel Brière, excellent capitaine aussi. J'ai joué pour des joueurs. Tout le monde apportait des choses différentes. Puis à l'époque aussi, comme je te dis, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale à un jeune âge, tu regardes les capitaines, Chris Chelios, Doug Gilmour. Peut-être pour vous, c'est des noms, c'est juste des légendes, mais pour moi, ça a été vraiment, là, j'ai eu la chance de jouer avec ces joueurs-là. Puis de pouvoir d'avoir dit que ça a été des leaders là, qui m'ont influencé. Alors, mais Shea, là, ça a été vraiment un bon capitaine. Je pense qu'il a vraiment beaucoup apprécié à Nashville avec Jason Arnott et Kimmo Timonen. Mais c'est un très bon capitaine. Là. Quand j'ai vu la sélection pour lui d'être le capitaine des Canadiens, là, c'est sans aucun doute une très bonne sélection. Vas-y, Zach. OK. J'avais une question, là, c'est vraiment de l'opinion, mais l'échange Weber-Subban, est-ce que tu penses que Nashville aurait pu faire cet échange-là d'un point de vue marketing, étant donné que Subban, c'est vraiment une personnalité forte, que les gens apprennent à aimer, les fans aiment pour ce qui est? Je vais dire bien franchement, là, comme tu dis, c'est une opinion. Je n'étais pas vraiment impliqué avec l'équipe.
Fait que je ne sais pas exactement c'était quoi les motifs de l'échange. Mais c'est sûr certain que côté marketing, ça a aidé là, à Nashville là, énormément. Là. Les Prédateurs avaient tout le temps une bonne équipe. On dit ben franchement, pas beaucoup de succès en série avant ces années-là, mais tu voyais que c'était une équipe là, que toutes les étapes suivaient, que ça s'avançait, mais ça a été un gros coup de marketing pour les Prédateurs, ça c'est sûr certain. Piquet amène une présence sur la patinoire et hors de la patinoire là, que beaucoup de médias sociaux aiment. Fait que ça a été vraiment là, quelque chose, un très gros hit. Ça a aidé les Canadiens puis ça a aidé les Prédateurs, là, c'est sûr, certain. Mais moi, comme je te disais, je ne l'ai pas connu Piquet comme joueur. Tu sais, je le vois jouer et tout ça, mais pas comme présence, j'ai aucune idée. Mais je suis sûr et certain pour moi que la présence de Shea a été manquée pour qu'est-ce qu'il amenait dans la chambre aussi. Puis sur la patinoire, ça manque aux Prédateurs aussi, mais Piquet a amené quelque chose de différent. Je suis curieux, je vois sur Elite Prospect en ce moment, tu as été assistant capitaine en 2007, 2008, 2008, 2009 à Nashville. Puis après ça, le A disparaît à côté de ton nom. Tu t'es fait retirer ton A? Ouais, tous les années, il y avait des nouveaux joueurs assistants à Nashville, ouais. OK. Comme à Buffalo, j'ai été capitaine un mois. Ah ouais? J'étais assistant, ouais. C'est beaucoup d'équipes qui font ça. Pas beaucoup présentement, mais à l'époque, OK. quand les équipes sont pas sûres, ou bien, comme je te disais, c'est pour faire plaisir aussi, puis je dis pas ça pour de jalousie ou rien, mais pour moi, un capitaine et des assistants, ça devrait être tout le temps des joueurs que les jeunes joueurs pourraient aller voir puis les aider. C'est sûr certain que ton meilleur joueur, c'est Jack Eichel, tu lui donner le capitaine, mais tu as beaucoup de pression sur un jeune joueur qui arrive dans la Ligue nationale. Connor McDavid, tous ces joueurs-là, c'est quelque chose... c'est peut-être plus old school, comme je te disais. Moi, quand j'ai commencé, il fallait que tu fasses tes preuves avant, puis tout. C'est sûr, certain que c'est des très bons leaders. Là. Je ne dis pas que c'était pas des bons leaders, mais moi, quand je suis arrivé, je me souviens des capitaines, c'était des personnes mariées avec des enfants, avec de l'expérience. Alors que les jeunes joueurs pouvaient aller leur parler, pas juste de hockey, mais d'autres choses. Mais à cette heure, le hockey, c'est rendu plus aussi une business. Les contrats, les jeunes joueurs, ils peuvent avoir des contrats à long terme parce qu'ils vont rester là à long terme, mais les autres joueurs sont faciles à partir, à échanger. Alors, tout change. C'est une culture qui change. Il y a des choses, c'est sûr, certains pour moi que je trouve ça dur de voir changer, mais il y a d'autres cultures que je suis tout à fait d'accord, il faut que ça change. Tu regardes à l'époque les initiations, les recrues, tout ce qu'il fallait qu'ils fassent à l'époque. Pas vraiment dans la Ligue nationale, mais dans le junior et tout. Alors, il faut que tout change. La culture change. Alors, c'est quelque chose de bien, mais il y a beaucoup d'équipes qui font ça, là, qui regardent. Puis des fois aussi, c'est un peu plus facile à essayer de garder un joueur dernière année de contrat, le joueur a 23 ans ou 24 ans avant de tomber joueur autonome. Tu lui donnes un assistant avant que la saison commence. Ouais. C'est peut-être un peu plus facile à le signer plus tard aussi. Comme je t'ai dit, c'est une game. Mais tu regardes des excellents joueurs de hockey, même présentement, qui n'ont pas de lettres sur leur gilet, c'est des très bons leaders pour les équipes. Là, alors, tu regardes tout ce qui se passe. C'est vraiment différent. Là. Après tes 3 saisons au-dessus de 65 points, tu as eu une saison de 45 points qui est bon. Puis après ça, on voit que ça drop à 19. Tu parlais du fait, avec l'anecdote du power play, qu'il voulait laisser de la place aux jeunes. Dans le fond, c'est ça qui s'est passé à ta dernière saison. J'imagine que ton temps de jeu. Là, c'est là que c'est ça. Il faut que ça tombe avec le bon style de jeu puis tout ça. Puis c'est là que le revirement un peu à Nashville, pour moi, je pense que c'est là que ça a été, ça commençait à être sur la game. Dans mes compétences, dans ma tête à moi, je pense que j'étais encore capable de jouer. J'avais pas beaucoup de temps de glace. J'ai eu la chance de performer quand même. Mais ça a été comme une routine. Là. Comme moi, je suis arrivé à Buffalo, puis j'avais pris de la place à des vétérans à l'époque sur les premiers trios. Alors, c'est ça qui était vraiment arrivé. Puis c'est plate à dire, mais le hockey à cette heure, c'est surtout dans les dernières années, tu regardes, là, c'est vraiment un sport plus jeune. L'âge de carrière, c'est
À cette heure, un joueur de 30 ans, c'est rendu très, très vieux. Là, on regarde présentement, le monde parle de Crosby, là, qui parle que les Olympiques en 2022, là, il ne faut pas se faire de cachette. Là, il va être encore le meilleur joueur là-bas. Là, mais à cause de l'âge, beaucoup de personnes pensent que c'est rendu trop vieux. Là. Le hockey est tellement rendu plus jeune parce que il y a moins d'accrochage, plus rapide. Alors, comme on dit dans le hockey ici, fresh legs, des jambes qui sont fraîches, qui sont jeunes, qui ont beaucoup d'explosions, que la game change. Mais c'est ça, est-ce que tu avais pensé peut-être à demander une transaction ou c'est là que tu t'es dit, ouais, je pense que ça va être la retraite, là? Bah, non, pas vraiment. Je savais pas vraiment quoi m'attendre. J'avais mon temps, je jouais sur le 4e trio. J'avais une couple de parties que je jouais pas. Il me restait une autre année à mon contrat. J'avais une clause de non-échange. Je venais juste d'avoir un autre enfant aussi. J'avais 4 filles. Alors, je pensais vraiment que, OK, je vais prendre mon rôle comme que tel, puis aller en série. Je pensais qu'on aurait pu faire des surprises en série avec Pekka Rinne dans les filets aussi. Ça n'a pas été. On avait gagné notre première ronde de série pour la première fois ici à Nashville. Alors, après ça, on a perdu. Fait que là, je me suis remis. Je dis, OK, je vais reconnaître un gros été, m'entraîner beaucoup pour essayer de gagner. Puis c'est là que je me suis fait racheter mon contrat pour ma dernière année. Alors, c'est là que j'ai pris la décision. Ça a été. On appelait les équipes, on attendait de voir, puis ça a été la même affaire. Beaucoup d'équipes. On va attendre au camp d'entraînement, voir ce qui va arriver. Je veux donner la chance à des jeunes joueurs. Puis si ça ne marche pas, on va te lâcher un coup de fil puis tout. Puis c'est là que j'ai décidé d'aller jouer en Europe pour un an là, pour essayer de voir si j'aurais une autre chance après ça. Okay. Mais c'est là qu'après mon année en Europe, je retourne en Suisse où j'avais joué pendant le premier lockout. Ouais. On a perdu le game de championnat, la game 7, 2-1 contre Bob Hartley, qui coachait pour Zurich à l'époque. Alors, ça a été difficile. Ma famille est venue me visiter et tout en Suisse, mais j'étais parti tout seul parce que je m'avais entraîné tout l'été. Je n'étais pas vraiment prêt à dire que j'avais fini de jouer au hockey. Fait que j'ai été jouer en Europe. Quand je suis revenu, j'ai recommencé à m'entraîner pour essayer de voir peut-être... je savais que là, si je voulais avoir une chance, il fallait que j'aie une invitation à un camp d'entraînement. Puis j'ai eu une blessure au dos. Quand j'ai été voir le docteur, il m'a dit qu'il fallait que je me fasse opérer parce que mes disques L5 et L4, ils étaient complètement noirs et gris. J'avais aucune chance de pouvoir marcher peut-être même si je me faisais opérer. J'étais vraiment là... c'était une blessure vraiment là, malchanceuse. J'ai pris un lancer. Je faisais juste le patiner alentour avant qu'on commence à faire notre entraînement. J'ai pris un lancer et j'ai senti quelque chose bouger dans mon dos. Puis ça a été mon disque qui venait de sortir. Alors, quand je me suis fait opérer, j'avais 4 mois de physiothérapie à faire. Et puis là, à 35 ans à l'époque, je me suis dit... pour m'entraîner de l'été, prendre 4 mois puis essayer d'en revenir au mois de décembre. Il n'y a aucune chance avec le nouveau hockey. Alors, c'est là que j'ai pris ma retraite. OK. Puis, je voulais savoir, tu sais, c'est pas un secret pour personne. Radulov, dans son début de carrière, avait des problèmes d'attitude. Je voulais savoir, c'est comment de jouer avec des jeunes joueurs qui ont un peu des problèmes d'attitude, pas nécessairement juste Radulov, mais en général, jouer avec des gens comme ça, c'est comment? Je vous dirais que c'était pas vraiment d'attitude, je pense que c'était plus maturité. Okay. Qu'est-ce qui est arrivé? Il ne faut pas se le cacher. Quand il est arrivé ici au Québec avec les Remparts, c'était le meilleur joueur au Canada. Je pense qu'il avait la permission de faire pas mal ce qu'il voulait avec Patrick Roy. Patrick Roy voulait gagner. Il gagnait avec Radulov. Je pense qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Il y avait tout. Il n'y avait pas vraiment là, comme je te disais, de couvre-feu ou de règlement pour lui. Puis quand il est arrivé dans le national, il pensait que ça aurait été la même affaire. C'était un joueur très talentueux. Là. Il a du talent qui sortait par les oreilles, mais tu voyais que c'était un jeune qui était quand même beaucoup mature, qui avait besoin de maturité. C'est une game différente. Dans le junior, à sa dernière année à 19 ans, c'est la même affaire que pour moi à 19 ans. On jouait contre des joueurs de 17 ans. Là, quand j'ai gagné la Coupe Memorial, la Coupe du Président, j'avais 19 ans. On jouait contre le Cavalier qui avait 17 puis Brad Richards qui avait 16 ans. C'est sûr certain que
on les a battus en 4 en série, mais c'était des joueurs qui avaient 17 ans, là, qui n'avaient pas 19 ans. Fait que c'était la même affaire quand Radulov est arrivé. Tu arrives dans la Ligue nationale, tu peux pas essayer de faire les mêmes choses que tu faisais dans le junior. Là, rester tard dans les soirs, dans les bars, puis jouer le lendemain. C'était vraiment quelque chose qu'il a fallu qu'il apprenne, mais c'était pas vraiment là, une attitude. Là, il aimait ses joueurs, ses teammates. C'était pas vraiment quelque chose que les joueurs laissaient. C'était vraiment là, quelque chose que des entraîneurs essayaient de casser à l'époque. Là, c'est pas un jeune joueur qui va venir décider qu'est-ce qu'il veut faire ici. Fait que c'est pour ça, je te dirais, plus que les problèmes qu'il a connus ici à Nashville. Là. C'était pas vraiment là, une attitude disant que c'était plus la maturité. Il fallait qu'il grandisse un peu. OK. Une question que je me pose. Est-ce que c'est peut-être pas un regret, mais est-ce que tu aurais pu peut-être avoir une invitation à un camp du Canadien à un moment donné, justement, avant ta blessure, ou est-ce que tu as eu des communications à certains moments dans ta carrière avec le Canadien de Montréal? Oui, juste avant qu'est-ce qui est arrivé, comme je te dis, je suis tombé agent libre beaucoup trop tard. Ouais. Mais quand je suis tombé agent libre, après ma saison avec les Sabres en 2006, avec les séries 2006, on a appelé les Canadiens, mais les autres, ils venaient 15 jours avant, ils venaient de signer Samsonov. Okay. Fait que c'était la même affaire. Le plafond salarial, il n'y avait aucune place pour un autre joueur. Alors, les conversations étaient là, mais c'était tout le temps la même chose. Là, il faut attendre, voir au camp d'entraînement si on peut faire un échange, tout ça. Mais c'est sûr, certain qu'un joueur, tu dis OK, je pourrais attendre, mais la même chose, là, si une équipe t'appelle avec un contrat, il faut que tu sautes dessus quand même. Là, ouais. Fait que, on a eu des pourparlers. Je te dirais, bien franchement, si j'aurais tombé agent libre, si j'aurais eu la chance de tomber agent libre en même temps que tout le monde, je pense que à l'époque, Montréal, ça aurait été parfait pour moi. J'avais ma maison à Montréal, tout aurait bien tombé, mais je suis tombé agent libre, là, comme je te disais, à fin juillet. Là, je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'équipes qui avaient encore de la place sur masse salariale. C'était à cause du nouveau plafond salarial. OK. C'est sûr que tu aurais aimé ça. C'était un rêve, toi, de jeunesse, de jouer pour le Canadien? Ben, mon équipe préférée, on dit bien franchement, c'était les Nordiques parce que mon joueur préféré, c'était Michel Goulet. Okay. C'est pas rien qu'avec les Canadiens, mon joueur, c'était Michel Goulet. Puis Joe Sakic après ça. Mais j'ai grandi, ma mère, c'était Ken Dryden, puis les Canadiens, là, all the way. Là, fait que j'ai écouté les Canadiens en grandissant tout le temps. Là, mais c'est juste que mon joueur préféré, c'était Michel Goulet. Alors, mon équipe, c'était les Nordiques à cause de Michel Goulet. Mais non, ça a été je pensais que ça aurait été le moment parfait pour moi. J'étais dans mon prime. Je venais de connaître des grosses saisons. Mais comme je te dis, le timing n'était pas bon. Là. Comme je parlais au début, là, il faut du talent, du travail, puis il faut de la chance, puis du timing. Puis le timing n'était pas là à l'époque avec les Canadiens. Là. Il n'y avait pas de place à la plafond salarial. OK. Zach, on fait-tu mon petit jeu préféré avec les anciens joueurs? Ouais, tu peux faire ça. Dans le fond, je te demande, mettons, juste quel défenseur t'aimais le moins affronter, mettons? Je te lance une couple de petites questions de même, puis une réponse en une couple de mots. Fait que le défenseur que t'aimais le moins affronter. Je te dirais bien franchement, Kasparaitis, parce que un des joueurs les plus cochons que j'ai jamais joué contre. Ah ouais? Mais un des joueurs les plus difficiles à affronter, c'était Nicholas Lidstrom. Tellement dur à battre un contre un. Mais Kasparaitis, il fallait tout le temps que tu sois alerte sur la patinoire parce que lui, il ne jouait pas pour essayer de gagner la rondelle. Là, il voulait te blesser. Alors, pour moi, Kasparaitis. OK. Le gardien, tu sais, on sait que tous les gars, on dirait qu'ils ont un gardien qui ne sont pas capables de scorer contre lui. Ils n'ont pas son numéro. C'était qui, toi, le gardien que tu n'étais pas capable de scorer contre? Wow! Je peux dire le gardien contre qui c'était vraiment facile. Ouais, ben dis-le donc. Ouais, Patrick Lalime, il sait. Ah ouais? Je pouvais jouer contre Patrick Lalime, je scorais. Je vais dire, ben, franchement, là, que ça a été, je regarde des anecdotes, puis tout ça, je regarde ma carrière. Tu sais, qu'est-ce que je suis fier de, c'est que j'ai scoré un but contre toutes les équipes de la Ligue nationale. OK. Tu sais, c'est vraiment quelque chose que je suis fier de pouvoir dire ça. Mais peut-être
À l'époque, j'ai eu Ed Belfour, il était, je ne sais pas si vous savez c'est qui, là, Ben c'est oui. ton agent. Ed Belfour, ça a été quelque chose, un gardien qui était un peu plus difficile pour moi. Si je regarde, tu sais, essayer de me souvenir un peu, là, je te dirais Ed Belfour. Le coach que tu as le plus aimé jouer pour? Euh, Juste parce qu'avec qu'est-ce qu'on a connu à Buffalo, tu sais, Lindy Ruff a été, j'ai vraiment apprécié jouer pour Lindy Ruff, mais tous les entraîneurs, tu sais, que je te dirais que tu prends les hauts et les bas, tu sais, il y a tout le temps des choses que tu veux changer, là, tu sais, pour pouvoir dire, tu sais, que ça a bien fonctionné. Tu sais, ça n'a pas bien fini ici pour moi à Nashville avec ma dernière saison avec Barry Trotz, mais ça a vraiment bien commencé. Alors, tu sais, Barry, ça a été un bon coach aussi pour moi, mais je te dirais, Lindy Ruff, là, ça a été... comme je te dirais, j'étais au début de ma carrière, alors j'ai eu beaucoup de plaisir. Le meilleur joueur, le meilleur attaquant contre qui tu as joué, lui que tu n'aimais pas surveiller, là, tu ne veux pas avoir à ce que ce soit ton homme. Là. Bon, au début, ça a été, c'est sûr certain que ça a été Joe Sakic. C'était dur pour moi de jouer contre lui. Là. C'était mon joueur préféré. Je me souviens OK. vraiment là, les yeux, là, le regarder, pouvoir la chance d'être sur la patinoire avec lui. Mais euh, Crosby, je vais dire bien franchement, je pense que c'est le joueur le plus solide sur ses patins avec edge work, comme on dit, là, pour pouvoir protéger la rondelle. Quand il se décide de protéger la rondelle dans l'eau, dans le coin de patinoire, dans sa zone offensive, puis moi dans la zone défensive, ça a été un joueur très dur à garder. Mais jouer contre Mario Lemieux aussi, ça a été vraiment quelque chose de spécial. Là. Il est grand, fort, il était vraiment dur à défendre. Si tu avais en ce moment, là, en 2020, au moment où on se parle, à nous faire le top 3 des meilleurs joueurs de la LNH, Crosby, serais-tu premier, puis ça serait qui les autres? Euh, Juste parce que, tu sais, c'est sûr certain que Crosby, il faut qu'il change sa game présentement. Il n'y a plus vraiment, je te dirais, bon, pas qu'il n'y a plus vraiment, c'est juste que les joueurs qui arrivent présentement ont un peu plus de vitesse que Crosby. Ouais. Mais, mettons, tu dis avec le 3-3, pas d'ordre, là, ce serait McKinnon, Crosby. Euh, c'est sûr certain que, tu sais, McDavid et Draisaitl sont là-dedans aussi. McDavid, il est vraiment incroyable à regarder jouer aussi, mais pour moi, j'ai joué la game assez longtemps. Moi, un joueur qui peut connaître beaucoup de succès offensivement, mais puis que son équipe aussi, sont en première position ou se battre la première position, c'est vraiment quelque chose de spécial. Finir premier scoreur de la Ligue puis pour faire des séries, pour moi, c'est quelque chose de spécial. Je ne dis pas que le joueur n'est pas bon. Là, pour connaître beaucoup de fois comme ça, là, c'est un joueur qui est très, très, très talentueux, mais je sais comment que les entraîneurs ils jouent. Si la game est serrée, ben, tu vas avec tes joueurs un peu plus défensifs que tes joueurs offensifs. Tandis que si tu es hors des séries, ben, tu fais jouer souvent tes joueurs de top trio. Alors, c'est un peu plus difficile pour les gars comme McKinnon et Crosby de connaître beaucoup de saisons offensives parce qu'ils ont eu beaucoup de succès dans les dernières années avec leur équipe aussi. Mais McKinnon, là, il est vraiment quelque chose à regarder, voir jouer. Là, il est vraiment exceptionnel. T'as-tu joué, toi, contre McKinnon? Non, je pense. Ouais, Ben, franchement, j'ai fini en 2011. Alors, ouais non, mais Ouais, non. 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 Ça, ouais, non, c'est. Non. Ouais, c'est ça. Le temps passe vite, hein? Trop vieux, pas aussi vieux que ton père, mais je suis quand même vieux. Ouais, c'est. T'as quel âge? T'es 42, je pense? 42, ouais. OK, ouais, mon père, il est quoi, 43, 4? 44, je pense. Là. Bon. Va falloir que tu viennes fêter le 50e anniversaire bientôt. Oh, non, on va tout. Si le COVID est fini, on checkera ça. Zach, toi, t'en avais-tu des idées de questions de qui est le plus. Ouais, ben dans le fond, ton coéquipier c'est devenu ton grand chum, mettons, un de chaque équipe que tu parles encore avec eux et tu es bon encore aujourd'hui. Je regarde, mettons, je te dirais, quand j'étais à Chicago, Éric Dazé puis Jean-Yves Leroux à l'époque, là, ils m'ont aidé grandement. Là. Ça a été vraiment là, des coéquipiers et des grands chums. Mais qui, mettons, on va dire que que je parle beaucoup encore. Il y a Steve Bégin, que joue dans la nationale, je te dirais, là, Steve Bégin, Brière, puis Martin Biron. Ça a été les personnes avec qui que je parle beaucoup, là, avec qui j'ai joué là, à l'époque avec Buffalo. Alors, ça a été vraiment là, ces gars-là, je te dirais, ouais. Brière, Biron, puis Bégin. Je suis curieux de savoir, est-ce que le retour de la LNH 1er août, tu y crois ou tu as de la misère un peu à.
Personnellement, je vois mal comment ça pourrait se faire. Là. Je te dirais, je suis un believer. Ouais. Je voudrais que ça recommence, mais je ne vois pas comment que ça pourrait arriver. Je ne vois vraiment pas avec tous les cas qui se passent. Il faudrait que ce soit comme une bubble, là, que tout le monde soit en bulle. Ouais. En Il bon essaie de le faire, mais c'est quelque chose qui est dur à voir. Je vais dire bien franchement, avec tous les joueurs présentement qui essaient de retourner à l'entraînement puis tout ça, puis tu regardes la date au mois de juillet, moi je dirais que ça aurait été plus facile d'essayer de canceller tout puis de dire qu'on commence la saison au mois d'octobre. Mais c'est sûr, certain que tu regardes les vieux joueurs, comme je te dis, là, j'ai fini de jouer. C'est peut-être ta dernière chance de pouvoir gagner la Coupe Stanley. Là, tu veux que ça recommence. ouais. Je pense que le monde va revenir au hockey. C'est pas comme un lockout que le monde a frustré contre les joueurs ou les propriétaires. C'est plus, c'est vraiment là, quelque chose là, qui a affecté tout le monde sur la planète. Là, alors que c'est pas quelque chose qui va faire mal au hockey, mais si le hockey peut recommencer, je pense que surtout comme le monde qui veut la façon qu'ils veulent le faire, que ça va être à la télévision alors que tout le monde peut pouvoir la regarder. Je pense que ça pourrait fonctionner si tout le monde peut être safe. C'est sûr, certain que tu ne veux pas personne qui tombe malade. Là. Puis, Vas-y. tu m'as fait penser, en parlant des vieux, que c'est peut-être leur dernière chance de gagner la Coupe. T'en penses quoi du fait que Joe Thornton n'a pas été échangé par les Sharks de San Jose à date limite des transactions? Euh, je te dis bien franchement, des fois, il y a des choses en arrière de la carte qu'on ne sait pas. C'est peut-être Joe qui n'a pas voulu se faire échanger. Peut-être que les équipes qui voulaient peut-être avoir la chance de Joe, ils n'étaient pas prêts à rien donner pour. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte ligne. Là, si tu regardes présentement, peut-être avec pas de hockey, il y a beaucoup d'équipes qui sont peut-être vraiment contents de ne pas d'avoir été chercher Joe. On ne sait pas les vraies histoires. On ne sait pas c'est quoi vraiment qui s'est passé. Là, moi, je pensais que ça aurait fait échanger, on dit bien franchement, à la fin comme ça, mais ça aurait été une belle histoire là, pour lui, là, à moins qu'il puisse revenir une autre saison l'année prochaine. Ça aurait été une belle histoire là, pour pouvoir dire qu'il a gagné la Coupe Stanley aussi. Je suis curieux, est-ce que tu suis encore pas mal ça, le hockey de la LNH? T'en écoutes-tu pas mal? Tu Oui, suis-tu? Ouais? ouais, j'écoute pas mal. Je vois quand même beaucoup de parties ici à Nashville. Alors, OK. je me tiens au courant puis tout. Puis surtout, comme je te dis, l'année passée, je coach aussi. Alors, il Ouais. faut que je regarde beaucoup de parties pour essayer de m'inspirer. Comme je te dis, ma job ici comme entraîneur, c'est pas d'essayer de gagner. Le hockey mineur, c'est pas de gagner des championnats, c'est d'essayer d'être sûr que les joueurs apprennent puis être prêts à jouer des niveaux supérieurs. Alors, je regarde beaucoup de parties là, pour essayer de voir des nouveaux systèmes ou la manière que les joueurs jouent présentement. Là. Comment tu as trouvé la loterie de la LNH? Le fait que ça soit une équipe mystère qui. Ben, franchement, j'ai trouvé ça un peu stupide. J'aimerais ça, par exemple, je vais dire bien franchement que je suis pas d'accord que les équipes qui finissent au dernier aient la chance d'avoir le premier pick. Puis juste parce que dans le passé, c'est sûr certain qu'il y a beaucoup d'équipes qui vont juste lancer la serviette puis on va dire si on perd, on perd. Là, moi, je dirais plus que les équipes qui se battent jusqu'à la fin. Là, les deux dernières équipes qui ne font pas les séries, je trouve que c'est eux autres qui devraient avoir la chance d'avoir plus de chances dans le boule, là, plus de chances de pouvoir avoir la sélection du numéro 1. C'est eux autres qui se battent vraiment jusqu'à la fin. Là, je suis pas vraiment d'accord avec les équipes qui lancent la serviette. Puis quand je dis ça, c'est pas c'est vraiment rare que les joueurs, je te dis ça, je peux te le dire, connu beaucoup de saisons nationales, puis je connais beaucoup de joueurs. Il n'y a aucun joueur qui va perdre je cherche le mot en français, là, perdre Par exprès? faire exprès de perdre, ouais, s'il vous plaît. Faire exprès de perdre pour pouvoir dire qu'une sélection, parce que les joueurs, ils savent que si tu perds, tu ne fais pas les séries, tu n'es pas sûr de faire l'équipe l'année prochaine. Alors, ça n'a aucun sens qu'une équipe essaie de perdre pour dire on va être le premier choix. Tu ne sais pas comment ça va fonctionner. Fait que les joueurs, ils ne sont pas de ce côté-là, mais c'est facile pour des équipes de faire jouer moins leur premier, deuxième trio, de faire jouer leur quatrième trio, de faire
de faire jouer plus de joueurs de la ligne américaine, faire jouer ton backup goalie. Il y a beaucoup de manières que tu peux faire pour essayer de donner plus de chance à l'équipe adverse, mais j'aimerais ça voir les équipes qui se battent jusqu'à la fin avoir plus de chances d'avoir le premier choix. Mais justement, comment tu trouves, là, on a parlé de la loterie, le fonctionnement des séries, que le Canadien soit en série? Est-ce que tu trouves que la LNH a bien géré ça, de mettre 24 équipes qui ont des chances de se battre, alors qu'on s'entend, le Canadien n'aurait jamais fait les séries normalement? Ouais, je dis bien franchement, je pense que qu'elle aurait pris n'importe quel scénario, tu fais jamais. Tout le monde, personne n'aurait été content. Il y a tout le temps des mécontents. Je pense que c'est un système pour essayer de mettre plus de joueurs et d'équipes en valeur ici. Si tu y penses, s'il aurait été juste avec 16 équipes, ça aurait fait 16 équipes qui n'auraient pas de hockey pendant 8 mois. Là, je pense que c'est plus sur ce côté-là que la Ligue nationale regardait. C'est d'avoir plus d'équipes qui pourraient se performer et avoir une chance pour tout le monde. Combien de fois dans le passé, des équipes qui ont fini 8e, qui ont gagné la Coupe cette année? Ça arrivait très souvent. Alors, c'est sûr, certains qui te regardent le rendement des Canadiens, ils jouaient du bon hockey avant que ça finisse, mais ils étaient quand même assez loin de faire les séries. Mais il y a tout le temps, qu'est-ce qui arrive s'il aurait gagné 10 games en ligne? Il y a beaucoup de choses que tu regardes, mais je pense que la Ligue nationale a fait un bon travail sur ce côté-là, essayer de mettre quelque chose d'excitant puis d'essayer de trouver une solution pour essayer de mettre plus d'équipes possibles encore à jouer du hockey. Si tu avais un petit 2 à mettre sur les gagnants de la prochaine Coupe Stanley, tu irais avec quelle équipe? C'est tellement dur à dire parce que, bien franchement, là, avec tous les joueurs qui sont revenus de blessure, que leur saison était supposée être finie, mais là, ils peuvent jouer. Ça va aider beaucoup d'équipes avec Tampa et tout ça. Mais qu'est-ce qui va arriver si 3 joueurs tombent malades? Qu'est-ce qui arrive avec... tu regardes n'importe qui. Qu'est-ce qui arrive avec Colorado si Makar, McKinnon... ils tombent malades, puis là, ils ne peuvent plus jouer des séries. C'est ça, je te dis, il y a tellement de choses qui peuvent arriver. C'est sûr, certain que... on ne sait pas. Tu regardes la saison et la manière que les Prédateurs ont joué, ils étaient supposés de finir premier au classement. Ça n'a pas été la saison qu'ils voulaient, mais tu regardes sur papier, là, on a des défenseurs extraordinaires ici, on a des joueurs qui peuvent scorer, puis on a 2 gardiens de but. Les Prédateurs pourraient faire une grosse, je ne dirais pas une grosse surprise, mais une grosse surprise parce que la saison qu'on connu. Si tu as arrêté avant que la saison commence, je te dirais que les Prédateurs auraient été une des équipes favorites de gagner. Là, je te dirais, juste à cause de la saison, peut-être une autre chance aussi avec Tampa. Là, on va voir, comme je te dis. Là. Pourvu que personne soit malade et que tout le monde peut jouer, on va espérer du bon hockey. Tu as parlé des gardiens des Prédateurs. Je n'ai pas le choix de te demander, est-ce que tu penses que Saros est prêt à prendre la place de Rinné? Je vais te dire, bien franchement, pour moi, personnellement, c'est tough parce que j'ai joué avec Pekka, puis Pekka, c'est vraiment un bon ami à moi. Je le texte souvent et tout ça. Fait que moi, je pense que Pekka, c'est un gardien extraordinaire. Là. Il a changé vraiment la dynastie ici des Prédateurs. Là. Ça a été quelqu'un que, comme je te dis, on parlait de Piqué qui avec les réseaux sociaux qui a amené beaucoup de marketing ici, mais Pekka, ça a été vraiment le visage de la franchise ici. Alors, Pekka, il n'a pas connu la saison qu'il aurait voulu connaître. Mais moi, je pense que ça va être, d'après moi, ça va être lui. S'il y a une saison, s'il y a des séries éliminatoires qui commencent, je pense que Pekka va avoir sa shot de commencer. Il aussi a connu vraiment une grosse saison. Mais moi, je suis encore du côté que un gardien qui est athlétique, puis qui a de la grandeur, puis qui est grand, puis qui est gros, qui prend de la place, ça serait tout le temps ma première option que UC. UC, là, il y a une vision, il a une technique incroyable, il est rapide. Mais pour moi, les gardiens de but comme Pekka, Carey Price, ils font beaucoup d'arrêts qu'ils n'ont jamais vu la rondelle. Il ne faut pas se le cacher. Là, ils étaient juste à la bonne place, ils sont gros, ils prennent de la place, ils peuvent bouger. Lui aussi, c'est un peu plus difficile ce côté-là pour lui. Il faut qu'il voie la rondelle. Alors, mais le succès qu'il connaît là, cette saison, lui aussi, là, il va être un très bon gardien de but. Zach, t'avais-tu autre chose à amener? Non, moi, ça fait le tour. OK. Ben moi, je vais y aller avec une affaire. Comment tu vois Alexis Lafrenière?
Euh, c'est dur de pouvoir parler de lui parce que je l'ai juste vu jouer au championnat junior du monde. Je vois beaucoup de highlights de lui avec sur RDS et tout ça. Et il a des mains et une vision incroyable. Moi, je dirais que ça l'a aidé énormément à la loterie. Je ne sais pas ce qui va arriver. C'est sûr certain que rien contre Détroit ou Ottawa. C'est des équipes qui ont connu du succès dans le passé, qui vont en connaître encore beaucoup, mais d'avoir la chance de pouvoir, pour lui, de pouvoir tomber dans une équipe qui va être quand même une bonne équipe suite à ses débuts. Ça va mettre moins de pression que lui, même si je le sais, j'entends dire que de la pression, il en veut, il en mange. Il ne faut pas se le cacher. S'il y en a moins de pression, il va en avoir, qu'il soit n'importe où, il va en avoir de la pression, c'est un numéro un. Mais pouvoir dire qu'il va y avoir d'autres joueurs avec lui qui vont pouvoir jouer, là, ça va l'aider énormément. D'après moi, il va connaître une très grosse saison. Là. Je pense que c'est un joueur qui est prêt à jouer. Est-ce que tu penses que si jamais, je mets l'emphase sur le si, là, mais si jamais il tombe à Montréal, est-ce que tu penses que la pression médiatique, puis des fans, puis tout, ça pourrait éventuellement ralentir sa carrière ou peut-être même la briser, puis devoir le laisser partir ailleurs? Non, je dis bien franchement, là, je pense que ça fait 2 ans là, présentement là, que au réseau, je te dirais qu'au Canada, les réseaux sociaux là, sont après lui, puis qu'ils parlent de lui comme numéro un, puis tu vois qu'il performe tout le temps. Je pense pas que ça va être un facteur. Tu regardes à Montréal, il va être bien entouré. C'est sûr, certain que s'il tombe à Montréal, je dirais pas non que les Canadiens aillent chercher un gros ailier ou quelque chose de même pour pouvoir jouer avec lui. Là, vraiment, là, rien contre Gallagher. Je trouve que Gallagher, c'est un excellent joueur de hockey. Il t'en faut des Gallagher pour gagner. Mais pour pouvoir connaître du succès offensif comme que lui, je pense qu'il faudrait un ailier, là, un genre d'ailier qui peut scorer puis faire des jeux aussi avec Lafrenière là, pour pouvoir faire un peu des deux. Je pense que c'est sûr certain que ça serait un gros succès pour les Canadiens là, s'ils pourraient avoir la chance d'aller le chercher. Sinon, y a-tu autre chose dont tu voulais qu'on parle, JP? Non, je pense que vous avez pas mal touché un peu de tout. Ouais. Euh, non, pas mal tout. Comme je te dis, vraiment, c'était le fun. J'ai vraiment apprécié. Fait que merci du tweet envoyé. Ça m'a fait plaisir. Ah ben ouais, mais merci beaucoup à toi de ton temps. là. C'est quand même 1 heure et demie. Ouais, on a fait le tour de la carrière, je trouve ouais, vraiment intéressant. Fait qu'un gros merci de ta générosité. Ça fait plaisir. Puis je te souhaite de peut-être qu'éventuellement, dans quelques années, tu as trouvé un travail dans la Ligue nationale ou tout ce que tu voudras. Puis là-dessus, Merci beaucoup. je te souhaite un bon été à Nashville. Parfait, merci. Faites attention aux autres, les boys. Yes, Merci à toi salut. aussi. Bye.